Bien, muy buenos días, señoras y señores. A nombre de las autoridades de la Universidad Católica Boliviana San Pablo, les damos la más cordial bienvenida a este coloquio denominado Hacking City, nuevas formas de inteligencia urbana. Voy a agradecer, sin duda alguna, la presencia de las autoridades de nuestra universidad, los señores decanos, señor director de carrera de Administración de Empresas, docentes, estudiantes, profesores, invitados especiales y desde luego un saludo y calurosa bienvenida a nuestros investigadores que nos visitan. Vamos a dar inicio con el acto invitando al licenciado Alejandro Blacut. Él es profesor de la carrera de Administración de Empresas, quien nos va a contar cómo nace en Hacking City. Licenciado Blacut, por favor. Bien, gracias. Buen día, bienvenidos a todos ustedes a este coloquio. En primer lugar, agradecer a nuestros invitados por haber aceptado este trabajo, en realidad, desde hace unos 5 meses que estamos armando esta idea con la doctora Georgina Chávez, quien es la coordinadora de investigación de la Regional de La Paz, y hemos estado construyendo esta idea. Y gracias a la cooperación de los profesores que vienen de la Universidad de Laval, hemos tenido este título, Hacking City, que ellos nos van a explicar qué es eso. Pero en torno a este tema de la ciudad, es que también hemos invitado a profesionales que están actualmente en Bolivia sobre este tema de la ciudad de La Paz. De todas maneras, me gustaría mencionar lo que le ha pasado a esta ciudad y estar con toda esa gente que ha sufrido. Es una coincidencia producto de esta ciudad también. Entonces, yo podría decir que las ciudades son obras de sus habitantes y visitantes, de los que nacieron aquí, los que murieron aquí, los que trabajan durante toda su vida, seguro les va a ocurrir eso a ustedes como a mí, y en los que dejaron esta ciudad también y viven en otras ciudades. Y esto nos atrajo para traer a un tema, a una cuestión de investigación sobre las ciudades. Un profesor me decía, ¿y qué tiene que ver con la administración de empresas en Hacking City? Yo le decía, mucho, porque las empresas viven de las ciudades, viven de esas personas que compran, que trabajan, que son accionistas, que admiran o que a veces no quieren ver una empresa así. Entonces, esto es lo que nos ha traído hasta aquí hoy día, y agradecer a Stéphane Roche pour rester ici, pour visiter, pour nous aider à ce développement de connaissances autour de La Paz. Y a Andrea Blacut, ella está haciendo su doctorado en artes, y las artes es ciencia, y eso es un problema que ella estaba tratando de establecer, ¿no es cierto? También quisiera agradecer a Bianca De Marchi, que es de boliviana italiana, una doctora que ha trabajado sobre temas del urbanismo. Ella, Diego Collazos, es un arquitecto urbanista que ha estado en Londres estudiando, y él trabaja actualmente en la alcaldía, en el departamento de planificación. Él me acaba de llamar y me dijo, lo siento enormemente, pero tengo un problema muy serio con la alcaldía y lo que pasó en la ciudad. Entonces se ha disculpado de esos 20 minutos que él tenía para hablar sobre La Paz, ¿sí? Entonces, de esta manera damos inicio a este coloquio, y otra vez cedo la palabra a Claudette, y antes de todo agradecer a todas las personas que nos han ayudado en este evento, ¿sí? Paso la palabra a Claudette. Muchas gracias al licenciado Blacut por esta gran
gran idea y este gran emprendimiento que hoy se hace realidad. Vamos a conocer entonces Hacking City, nuevas formas de la inteligencia urbana. Permítanos presentar a nuestro primer expositor, es Dr. Stefan Roche. Él es ingeniero geógrafo, director de investigación y asuntos académicos con el Instituto Nacional de Investigaciones Científicas de Quebec, Canadá. De 2014 a 2018 fue decano asociado de investigación y estudios en la Facultad de Silvicultura, Geografía y Geomática en la Universidad de Laval. Ocupó previamente, siempre en la Universidad de Laval, los puestos de director del Centro de Investigación en Geomática entre los años 2005 y 2007, además de director del Departamento de Geomática 2007-2011 y director científico interino de la Red de Centros de Excelencia Geoide entre los años 2012 y 2013. Vamos a escuchar de nuestro primer invitado, Hacking City, una visión renovada. Estimado doctor, bienvenido a La Paz. Agradezco al profesor Blackwood por la invitación. Debo disculparme por mi español. Continuaré en francés. Para tratar de no jugar nada más. Sí. Donc, bonjour à tous et à toutes. Buenos días a todos. Sí. Pourquoi Hacking City? ¿Por qué la ciudad de Hacking City? Et pourquoi ce titre? ¿Por qué este título? Essentiellement parce que aujourd'hui, les citoyens, grâce à la technologie, mais pas seulement à la technologie, ont de plus en plus d'opportunités pour s'engager et prendre part au développement des villes. Este título porque al día de hoy, gracias a la tecnología, el ciudadano puede interactuar con la ciudad, participar en la vida de la ciudad. Alors, je vais essayer de dérouler ma présentation autour des 6 points suivants. Revenir sur la situation d'une urbanisation globale à l'échelle de la planète aujourd'hui, les enjeux que pose ce que certains spécialistes appellent la ville anthropocène, the Anthropocene City, la réponse, qui est une réponse qui est celle qui est principalement donnée aujourd'hui, qui est celle de la ville intelligente, de la Smart City. Vous expliquer un peu plus précisément c'est quoi Hacking City et comment on peut la considérer comme une genre de réaction, de contre-mesure à la Smart City. Je vais ensuite vous inviter, on va regarder ensemble comment on peut Mais en fait, c'est juste ça. Donc, va a desarrollar su presentación alrededor de los 6 puntos que están ahí. Sí. So you can translate. La organización global, la ciudad antropocena, la respuesta actual a la Smart City, la Hacking City es la respuesta a la Smart City, las contramedidas de la Hacking City y entender la ciudad en términos de organización y buscar una nueva visión Sí. de la ciudad. Grâce à cette idée des différentes métaphores de l'organisation qui sont proposées par Garrett Morgan. Por diferentes, vamos a tratar de entender eso a través de metáforas de Garrett Morgan. Ok. Si vous regardez cette carte-là, entre 1960 et 2025, l'urbanisation à l'échelle de la planète s'est accrue énormément. Entre 1960 como podemos, y 2025, como podemos ver en este mapa,
la urbanización ha crecido de forma muy importante en el planeta, a nivel mundial. Et elle s'est accrue de deux façons, à la fois parce que les grandes métropoles sont devenues encore plus grandes, Por una parte porque las grandes ciudades se han vuelto más grandes todavía, puis vous en avez un exemple ici avec El Alto par exemple, especialmente como ejemplo tenemos aquí el Alto, mais aussi parce qu'il y a de plus en plus de petites et moyennes villes qui apparaissent et qui grossissent elles aussi. y también tenemos medianas ciudades que crecen bastante y se vuelven grandes. Et on va finir par y arriver à être complètement. Puis si vous regardez, un autre élément important, c'est que dans les dernières années, je dirais dans les 10-15 dernières années, ce phénomène d'urbanisation, sa vitesse, s'est accélérée. Donc les villes grandissent, mais elles grandissent de plus en plus vite. En los 10 últimos años, entonces las ciudades crecieron, pero de forma más y más rápida, si se puede decir tal vez de forma exponencial. Et si on se fie aux projections des Nations Unies, d'ici 2050, presque 80% de la population mondiale vivra dans des villes. Y según las Naciones Unidas, estiman que van a vivir hasta 80% de la población mundial en ciudades. Donc c'est un enjeu énorme, évidemment, ce phénomène d'urbanisation globale pour tous les pays, mais en particulier pour les pays du Sud. El fenómeno de urbanización es un reto a nivel mundial para el futuro, especialmente para los países del sur. En 2009, le maire de Denver, lors d'une conférence, écrivait ceci. Il disait que au 19e siècle, le 19e siècle avait été un siècle d'empire, le 20e siècle un siècle d'État-nation et que le 21e siècle serait un siècle de ville. El alcalde de Denver había dicho lo siguiente: el siglo XIX había sido un siglo de imperios, el siglo XX un siglo de Estados-naciones y el siglo XXI será un siglo de ciudades. Donc vous comprenez que, je le répète encore, ce phénomène d'urbanisation, il est sans doute l'un des enjeux, avec les enjeux des changements climatiques, les deux principaux enjeux auxquels l'humanité fait face aujourd'hui. Phénomène d'urbanisation globale et changement climatique à l'échelle de la planète. Los dos retos que está enfrentando la humanidad ahora son la urbanización por un lado y el cambio climático por otro lado. Et c'est précisément pour ça qu'aujourd'hui les experts en urbanisme dans plusieurs pays dans le monde commencent à s'intéresser à la ville en regardant ce concept de ville anthropocène. Por eso los expertos en urbanización se están interesando en este concepto de ciudad antropocena. Et donc je ne sais pas si vous êtes familiarisé avec cette idée d'anthropocène. ¿Ustedes están familiares con este concepto de ciudad antropocena? Vous connaissez les différentes aires géologiques. Je ne vais pas y revenir, je ne suis pas un spécialiste de géologie, mais grosso modo, les aires géologiques ont été différenciées en particulier par rapport à des grands changements dans la structure géologique et dans la structure, on va dire, de la dynamique de la Terre. El tiempo de vida de la Tierra fue dividido en diferentes eras por cambios climáticos, cambios geológicos. Et pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, certains spécialistes considèrent que l'activité humaine, au sens large, est capable pour la première fois d'avoir un impact important sur la dynamique de la Terre elle-même.
Ahora los expertos consideran que por primera vez en la historia de la Tierra, la actividad humana, en su amplio término, está teniendo una influencia sobre los cambios en la Tierra. Et c'est pour ça donc que certains spécialistes parlent de ville anthropocène, considérant que la ville, dans la mesure où, je le répète, la majorité de la population habite et va habiter dans les villes, que les villes vont être les déclencheurs ou les éléments les plus importants dans ces transformations anthropocènes. Entonces, los expertos consideran que por el desarrollo de las ciudades, estas mismas van a tener una influencia mayor sobre la historia de la Tierra o sobre la vida en la Tierra. Puis si on reprend la métaphore des aires géologiques, c'est qu'on peut mesurer un peu aussi par la superposition d'un certain nombre de couches, et chaque couche est un peu un révélateur de différentes étapes dans l'histoire. Cada capa es una marca, es un testigo de la historia de la humanidad. Dans les villes, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on peut imaginer qu'il y a des couches urbaines qui peuvent être considérées un peu comme le sont les couches géologiques pour expliquer l'histoire du développement des villes. De la misma forma, en las ciudades se puede considerar que hay capas igual que son testigos de la historia del desarrollo de la ciudad. Puis ce qui est intéressant dans les villes, c'est que ce n'est pas uniquement des couches verticales, mais c'est aussi des couches ou des systèmes horizontaux. C'est-à-dire qu'il y a une superposition de diversité, d'altérité, de densité différentes. C'est ce qui fait la ville finalement. En la ciudad no solamente son capas verticales, pero también horizontales con diferentes características en diferentes áreas. Donc face à tous ces enjeux qui sont créés par une pression démographique, des enjeux économiques, des enjeux sociaux, des enjeux de santé, de sécurité alimentaire. Por diferentes retos como la salud, la seguridad alimentaria, la presión demográfica, les villes font face à beaucoup d'enjeux. Des enjeux de démographie, salud, etc. Et face à ces enjeux-là, la réponse actuelle, c'est la ville intelligente. Pour la plupart des experts, c'est de se dire comment on peut mobiliser la technologie pour nous aider dans les villes à faire face à tous ces enjeux. Entonces los expertos dicen para enfrentar todos estos problemas, la respuesta es la ciudad inteligente, es decir, poner al servicio de la población las nuevas tecnologías. Sí. Parce que l'idée, c'est de pouvoir, grâce à la technologie, grâce à l'Internet, grâce aux applications qu'on a sur nos téléphones, être capable d'intégrer les différents services présents dans les villes, pour les infrastructures, pour donc l'eau, l'assainissement. Entonces la idea es utilizar todo lo que es internet, celulares, aplicaciones, para integrar todo la información y poner a disposición de todos, de la población. Mais quand on regarde un peu sur Internet, là, j'ai regardé ça, j'ai sorti ça le 3 mai. Qu'est-ce qui ressort dans ce qu'on appelle les cloud world? ¿Cuáles son, bueno, investigando en Internet, mirando lo que sobresale un poco de la nube? Ce qui ressort surtout, c'est la gestion, les enjeux de gestion, de gouvernance,
Bueno, lo que sobresale son los retos de gestión, de gobernación. Les enjeux d'optimisation de l'ingénierie urbaine, des infrastructures, de l'énergie, du trafic. Es la optimización del tránsito, de la ingeniería urbana, de la energía, de la gestión de la energía. Et le numérique, donc les réseaux numériques, l'Internet des objets, les capteurs, les données massives, les big data. Y luego todo lo que es numérico, es decir, las redes, el Internet de las cosas, los sensores, Sí. el big data. Et artificial intelligence, l'intelligence artificielle. Mais pas beaucoup de choses sur l'humain. Pero hay pocas cosas sobre el humano. Et pourtant, quand on regarde un peu, je vais le faire rapidement parce que le temps passe là. Quand on regarde l'évolution des villes intelligentes, grosso modo, au tout début, les premiers projets, c'était des villes qui étaient vraiment technology driven, donc vraiment tirées par la technologie. Entonces, para empezar, la primera etapa fue en ciudades inteligentes, pero solo manejadas por la tecnología. Ce que les experts ont appelé les Smart Cities 2.0, c'était davantage des villes dans lesquelles on a commencé à se dire que la technologie pouvait nous aider à appuyer les enjeux spécifiques des villes. En las Smart Cities 2.0, los expertos han considerado que la tecnología podía ayudar a resolver problemas, retos que enfrentaban las ciudades. Et puis aujourd'hui, mais c'est encore très peu développé, la dernière on va dire étape, là, ce serait une étape où l'ensemble des citoyens pourraient contribuer à créer ou à co-créer la ville intelligente. Y al día de hoy es un concepto que está naciendo. La Smart City 3.0 es donde actúa el ciudadano mismo o los ciudadanos en su ensamble para participar en el desarrollo de la ciudad. Ce qui est important de garder en tête, juste pour la suite, là, pour la Smart City, c'est ce modèle-là, qui est un modèle qui est assez accepté, celui de la quadruple helix, qui n'est pas spécifique à la Smart City, mais que vous devez connaître, parce que c'est un modèle qui est très orienté vers l'innovation, et dans lequel on nous dit, pour que l'innovation soit la plus efficace, il faut qu'il y ait un genre d'enchevêtrement, comme l'ADN, entre les systèmes d'éducation, le système économique, le système de gouvernance et de exécutif et législatif, et la société civile, les citoyens. Hay que tener en mente este modelo que es de la hélice cuádruple relacionado con la innovación y que involucran una interacción entre el sistema educativo, el sistema económico, el sistema legislativo y la sociedad civil. Et le problème aujourd'hui, c'est que cette partie-là, elle est souvent délaissée ou pas assez valorisée. Es una parte que no está bastante explotada y que es un poco dejada de costado. Au moins par ce niveau-là. Elle est peu considérée par ce niveau-là, par le niveau de la gouvernance et de Así par les politiques. Sí, los políticos consideran no lo consideran bastante este tema. Et c'est précisément à cause de ça qu'on parle de Hacking City. Parce qu'il y a une volonté très forte, de plus en plus, de la société civile, des citoyens qui, grâce à la technologie, sont de mieux en mieux informés. Ahora por la Hacking City es un poco la respuesta a lo que tenemos ahora y, como decir, eso va a involucrar poniendo más información y herramientas a disposición de los ciudadanos
le van a permitir interactuar más con su vida y hacer progresar la ciudad. Donc ils demandent plus de pouvoir s'engager, ils demandent davantage de participation, ils demandent à ce que leur voix soit entendue, mais pas seulement par le dispositif de démocratie représentative. Los ciudadanos quieren interactuar más, comprometerse más con su ciudad y no solamente a través de las votaciones del sistema democrático. Et puis là, ça pose trois séries de tensions, de problèmes. Y ahí tenemos tres niveles de problemas o de tensiones. Sí, des tensiones. Et des tensions en particulier entre, d'une part, la gouvernance politique et de l'autre côté, la demande de plus en plus forte de participation de la population. Uno, una tensión entre la gobernación de la ciudad y la necesidad o la gana de participar más por parte de la población. Deuxième série de tensions, c'est entre, d'un côté, les innovations technologiques, qui sont de plus en plus importantes, rapides, et de l'autre, la nécessité d'innover sur le plan social, l'innovation sociale. Et puis Andréane Lapoute va nous parler sans doute d'innovation sociale, parce que son doctorat n'est pas en art, mais en design et innovation sociale. Segunda tensión es entre el progreso tecnológico y la necesidad de tener innovación social. Et, parce qu'entre les deux, il y a ce concept dont on a parlé hier, de disruption. Et ce concept-là, il est vraiment important parce que l'idée de la disruption, c'est en particulier du point de vue de la technologie. Entonces hay este concepto de disrupción entre la tecnología. La disruption technologique, c'est en fait, ou des technologies disruptives, c'est des technologies qui, parce qu'elles arrivent à une vitesse assez importante, qu'elles transforment de façon radicale beaucoup de parts dans la société, de parties dans la société. Porque las tecnologías disruptivas llegan con mucha velocidad, ¿no? Y un gran nombre. Donc, à cause de cet effet-là, elles mettent la société dans une situation un peu comme si la société était tétanisée. Y eso tiene por efecto tetanizar un poco las personas. Et ce qui fait que même les gouvernements sont la plupart du temps en situation de réaction et jamais en situation d'anticipation. Y por eso los gobiernos están en la situación de reacción, no situation d'anticipation. Puis, c'est le cas partout. C'est le cas au Québec, par exemple, avec Uber, avec Airbnb, qui, lorsqu'ils sont arrivés, génèrent des transformations sociales, provoquent des déséquilibres sociaux qui n'ont jamais été anticipés par les gouvernements. Sí, y eso, por ejemplo, es el caso en Quebec, donde cuando han llegado empresas como Uber o Airbnb, los gobiernos no habían anticipado y la llegada de estas sociedades han provocado desequilibrios sociales. Donc, c'est ça. Donc la première série de tensions, c'était entre gouvernance et participation. La deuxième, entre innovation technologique, innovation sociale avec les enjeux de disruption. Et le troisième, c'est cette tension entre, d'un côté, ce qu'on appelle l'État ou le gouvernement plateforme, et de l'autre côté, un ensemble de pratiques beaucoup plus orientées vers le citoyen. Y ahora la tercera tensión se ubica entre los gobiernos como plataforma y las prácticas urbanas. Et donc ces autres, plutôt c'est des pratiques portées par les citoyens que je vais les expliquer. O sea, las prácticas de los ciudadanos que va ahora a explicar. Donc, et là-dedans, on retrouve plusieurs éléments importants. On voit réapparaître ce qu'on appelle l'urbanisme tactique. L'urbanisme tactique
qui est un peu, qui a été beaucoup, porté par des gens comme Saskia Sassen autour de l'open source urbanisme. Es un concepto un urbanismo táctico, es un concepto que fue llevado por Saskia Sassen. C'est une professeure pas d'études urbaines, mais plutôt de sciences politiques et de sociologie qui travaille à l'Université Columbia à New York. Es una persona que trabaja más en el ámbito social en Denver, en la Universidad de Columbia. In New York City. Pas in Columbia, but in the United States. En fait, l'idée de cet urbanisme tactique, c'était de répondre à l'urbanisme stratégique qui est porté par la planification des gouvernements, qui a tendance à considérer des grandes solutions sur 5-6 ans, puis des solutions de type, en bon français, one size fits all. Sí, bueno, eso es una respuesta a las prácticas de los gobiernos a encontrar soluciones globales sobre 5 o 6 años y una solución que conviene a todos. Et donc c'est un peu l'idée de redonner aussi aux gens qui vivent dans les lieux cette capacité à reprendre le contrôle du développement de leur quartier, par exemple. Y eso es algo que permite a la población retomar un poco de influencia sobre el desarrollo de su barrio, del lugar donde vive. Puis on parle aussi d'acupuncture urbaine, un peu en parallèle avec ce qui est l'acupuncture. Vous connaissez l'acupuncture sur le plan médical. Se habla de acupuntura urbana, entonces que es un poco la relación. Et c'est un peu l'idée, plutôt encore une fois que de déployer des solutions uniques à l'échelle de toute une ville, d'aller chercher où sont les centres nerveux dans la ville et d'aller appliquer des solutions adaptées à différents lieux qui sont connectés et en se disant que ces solutions vont avoir un effet plus global. En lugar de buscar una solución global para todos, es buscar los centros neurálgicos de la ciudad y aplicar soluciones puntuales en cada lugar con el objetivo de tener un progreso global. Parce que c'est pas du saupoudrage, c'est vraiment de considérer la ville comme un réseau un peu nerveux et d'aller appliquer des solutions au bon endroit, dans les bons lieux, au bon moment. No se trata de salpicar un poco allí, pero es realmente por las nuevas tecnologías analizar y, como decir, aplicar o proporcionar soluciones personalizadas a cada uso de la ciudad, a cada lugar de la ciudad. Et puis un exemple de belle réalisation, ça, c'est la ville de Curitiba au Brésil, avec le maire Jaime Lemmer, je crois il s'appelle, qui a été un de ceux qui a appliqué vraiment ce principe d'acupuncture urbaine dans sa ville. Il a écrit un livre d'ailleurs qui est vraiment intéressant sur cette expérience. Un ejemplo actual es la ciudad de Curitiba en Brasil, donde el alcalde ha aplicado esta acupuntura urbana. Il a écrit un livre qui explique. Y ha escrito un libro que explica justamente cómo ha aplicado eso. Pour terminer, là maintenant j'aimerais avec vous rapidement, parce que le temps passe, mais regarder, considérant ces enjeux, les réponses, les contre-réponses, comment nous on peut, à partir de connaissances qui sont liées à des recherches en administration et en sociologie des organisations et en sciences de l'organisation. Entonces, frente a sus retos, en
punto de vista de la administración, ¿qué son las respuestas que pueden Et l'idée, c'est de considérer qu'une ville, c'est un organisme très complexe et que c'est impossible de comprendre la ville avec une seule paire de lunettes. La ciudad es algo que es muy complejo y no es posible explicarla con solo un punto de vista. Solo un par de lentes. Et donc là, je vais faire référence à un ouvrage qui s'appelle Images de l'organisation de Garrett Morgan. Et dans ce livre-là, ce que fait l'auteur, c'est qu'il nous présente différentes métaphores pour comprendre une organisation. Entonces ahora va a hablar del libro de Garrett Morgan, que son imágenes de la organización, que va a dar diferentes metáforas para entender el funcionamiento de una organización. La première métaphore qu'il propose, c'est une qu'on connaît et qu'on utilise souvent malheureusement, c'est l'organisation vue comme une machine, comme une technologie. La primera forma de ver es ver la organización como una máquina. Et donc dans ce cadre-là, c'est assez facile parce qu'avec une expertise, des solutions technologiques, on va pouvoir aller adresser des solutions et considérant que comme une machine, comme un mécanicien, on va pouvoir réparer l'organisation. Como una máquina se va a considerar que se puede arreglar una organización, como se arregla una máquina. Mais vous êtes d'accord avec moi, une organisation ou une ville, c'est pas une machine. Et on ne peut pas la réparer comme une voiture. Pero la ciudad no es la organización no es como una máquina, no se puede arreglar como se arregla un coche. Donc il y a une deuxième métaphore qui est proposée, c'est l'organisation vue comme un organisme vivant. La segunda metáfora es ver la organización como un organismo vivo. Donc là, on considérerait que l'organisation ou la ville fonctionne comme un humain, comme un organisme vivant, un humain ou un animal, peu importe. Que donc, si on est un bon docteur, un bon médecin, on devrait être capable de soigner la majorité des maladies. Entonces, considerando la ciudad como un organismo vivo, y si uno se considera buen doctor, un médico, puede dar soluciones a las enfermedades de la ciudad. Mais ce n'est pas tout à fait vrai non plus. Une organisation, ce n'est pas juste un corps humain, ou c'est pas une ville, ce n'est pas juste un organisme vivant. Donc là, il nous propose une autre métaphore qui est de voir l'organisation comme un cerveau. Donc là, quelque chose de plus précis. Entonces, la ciudad no es un cuerpo humano y la tercera metáfora consiste en ver la organización como un cerebro, que es algo un poquito más preciso. Donc là, si on est un médecin spécialisé, para un médico especializado, un neurologue. Si on est un neurologue, un bon neurologue, on va être capable de comprendre l'organisation de la ville et puis d'intervenir. Mais aussi, on va accepter qu'il y ait beaucoup d'aspects qu'on ne comprenne pas, sur lesquels on n'a pas d'emprise, parce qu'aujourd'hui, on ne comprend pas la totalité du fonctionnement du cerveau. Y si uno se considera como neurólogo, va también a aceptar que no... después, un neurólogo tiene que aceptar que hay muchas partes del cerebro que no entiende perfectamente. C'est en partie vrai. Une organisation, une ville, c'est un système assez complexe et on ne peut pas tout comprendre. Donc là, il y a une autre métaphore qui est proposée, c'est l'organisation qui est vue comme un système politique, cette fois. Entonces, una ciudad es compleja y la cuarta metáfora es ver la organización como un sistema político. Et c'est vrai, si vous travaillez en administration, des entreprises, des organisations publiques, la dimension politique, elle est essentielle, et dans une ville, la dimension politique, elle est essentielle aussi. Mais elle n'explique pas tout. En una ciudad la dimensión política es obviamente muy importante y esencial, pero no consigue explicar todo. Donc là, il y a une autre métaphore qui nous est proposée, et qui est un petit peu plus flyée, un peu plus bizarre, disons, c'est l'organisation vue comme une
prison du psychisme. Y la quinta metáfora es ver la organización como una cárcel de la psicología, de la mente, la psique, celle de la psyché. Ce que ça veut dire tout simplement, en étant plus simple, c'est que dans toutes les organisations, il y a des habitudes, des cultures qui sont très ancrées, et qu'à chaque fois qu'on veut essayer d'introduire des transformations, de l'innovation, il y a du blocage. Parce qu'il y a des gens qui sont enfermés dans un mode de réflexion et de compréhension et qu'ils n'arrivent pas à en sortir. En las poblaciones siempre hay una cultura en la cual la gente se encierra un poco y cuando se rinde, cuando se trata de implementar nuevas formas de ver las cosas, la gente tiene dificultades para salir de sus costumbres. Et beaucoup de consultants en organisation ont réglé ça en disant que c'est de la résistance au changement. Expertos han calificado eso como resistencia al cambio. Mais c'est une manière assez négative de voir les choses, parce que ce n'est pas nécessairement de la résistance au changement, c'est souvent une incapacité à voir les transformations comme quelque chose de positif. En la mayoría en muchos casos no es exactamente resistencia al cambio, pero es una difficulté à envisager les changements comme quelque chose. Más que todo es una dificultad a ver los cambios como algo positivo. Une autre métaphore qui est proposée, il y en a encore deux, et celle-là, c'est l'organisation qui est vue comme un système de flux et de transformation. Otra metáfora, quedan dos, es ver la organización como un sistema de flujos y de transformaciones. Et ça, dans une ville, évidemment, c'est assez facile, mais une organisation en général peut considérer que la vie de la ville ou de l'organisation est beaucoup basée sur des échanges de connaissances, des échanges d'informations, des échanges de matière, des échanges de personnes. La ciudad es una organización que está basada en el flujo, que sea flujo de información, de personas, de material. Et que précisément tous ces échanges, ces flux, sont à l'origine de transformations. Y todos estos flujos intercambios son al origen de transformaciones. D'où l'importance d'être capable de faire face à ces transformations. Entonces es muy importante saber enfrentar estas transformaciones. Puis la dernière métaphore proposée par Gary Morgan, c'est l'organisation vue comme un instrument de domination. Y la última metáfora es ver la organización como un instrumento de dominación. Ça, je n'ai pas besoin de vous expliquer beaucoup, là, vous comprenez le sens assez facilement. Creo que es fácil entender el sentido de este concepto. Ça, c'est vrai dans des organisations publiques, privées, dans des villes, c'est vrai dans des États. Il peut arriver que l'organisation soit gérée, organisée de façon à maintenir les individus dans leur prison psychique. Que sea a nivel ciudad o estado, hay casos donde los gobiernos encierran los ciudadanos en su. Donc, je ne veux pas vous décourager. No les quiero acobardar. Mais en fait, ce que ça nous dit, tout ça, là, c'est qu'une organisation ou une ville, c'est pas juste compliqué. C'est surtout très complexe. Una organización no es muy complicado, pero es muy complejo. Et pour les spécialistes de la gestion et dans la complexité,
ils expliquent ça assez simplement. Puis ils disent, vous voyez, un Airbus, un avion c'est un système très compliqué. Mais si on a l'expertise, si on a la connaissance, on est capable, la plupart du temps, d'aller le réparer et le maintenir en fonctionnement. Si los expertos ven la cosa como un avión, que es complejo, que es complicado, perdón, pero si uno tiene la expertise, es decir, el avión, lo puede arreglar y mantenerlo en uso correcto. Et puis on peut faire des diagnostics, on peut poser des diagnostics et on peut comprendre le fonctionnement d'un moteur, par exemple. C'est-à-dire si jamais à cet endroit-là il y a un élément qui ne fonctionne pas, ça va avoir tel effet sur le système. Por ejemplo, la expertise permite saber, por ejemplo, en un motor, si hay algo que no funciona en este lugar, va a permitir entender cuáles van a ser las consecuencias de este disfuncionamiento. Mais une organisation, une ville, c'est pas juste compliqué, c'est complexe. Et un système complexe, lui, c'est un peu comme un plat de spaghetti. La ciudad no es solo complicada, sino compleja, y quizás es un poco como un plato de espaguetis. Parce que même si vous êtes un excellent cuisinier italien, jamais vous allez être capable de comprendre ce qui va se passer dans le plat de spaghetti si vous tirez juste sur un spaghetti. Aún si usted es muy buen cocinero italiano, no va a entender lo que va a pasar si jala un hielo, ¿no? C'est un peu la même chose dans une ville. Entonces, en la ciudad es lo mismo. C'est pas facile d'anticiper ce qui va se passer si jamais on bouge quelque chose. Ça a été... Pero entonces en la ciudad es la misma cosa, es decir, es muy difícil anticipar lo que va a pasar si uno modifica un parámetro ahí. Et c'est pour ça que l'urbanisme stratégique et les grandes politiques de planification n'ont jamais vraiment fonctionné. Es por eso que las políticas de planificación nunca funcionaron de forma satisfactoria. Donc là, ce que fait la Hacking City, c'est dire dessinez votre propre ville. J'exagère un peu, mais c'est un peu ça. Lo que dice entonces la Hacking City es que dibuja tu propia ciudad. Mais pour dessiner votre propre ville, vous allez être obligé d'avoir plusieurs paires de lunettes, de changer de paire de lunettes. Sur certains problèmes, il va falloir amener une expertise technique. Et il va falloir que cette expertise technique soit jumelée avec une expertise sociologique, par exemple. Entonces, para eso, uno va a tener que utilizar diferentes lentes, es decir, diferentes puntos de vista. No solamente, por ejemplo, una expertise técnica, pero también va a tener que combinar esta expertise técnica con una expertise sociologique. Et surtout il va falloir effectivement accepter l'idée du point de vue des professionnels, des politiques, des urbanistes, des architectes, accepter l'idée qu'ils ne pourront pas transformer de façon positive la ville sans impliquer la population. Entonces todos los expertos que sean arquitectos, sociólogos, van a tener que aceptar que no van a poder hacer cambios y mejoras sin hacer interactuar la población. Parce que ça prend des données, de la connaissance et de l'expertise professionnelle, mais ça prend aussi d'un autre côté ce qu'on appelle la connaissance des lieux, l'espèce de connaissance intime que les citoyens ont des lieux dans lesquels ils vivent. Eso no solamente expertiza la técnica social y todo, pero también lo que traen los ciudadanos es el conocimiento íntimo de la zona donde viven. Puis en fait, on est comme habitants des villes, il faut qu'on garde quelque chose en tête qui est vraiment important, c'est que chaque micro-décision qu'on prend dans notre vie quotidienne a un effet très structurant sur l'ensemble de la ville. Si on décide de plutôt voyager en transport en commun ou en auto, si on décide d'habiter plutôt à tel endroit qu'à tel autre, tous ces choix
individuelles vont avoir un effet énorme sur la manière dont les villes vont évoluer. Todas las decisiones que toman a nivel individual los ciudadanos van a tener una influencia sobre toda la ciudad. Por ejemplo, si uno decide utilizar los transportes en común en lugar de utilizar su coche, si deciden vivir en un lugar mejor que en un otro, eso va a tener consecuencias a nivel de toda la ciudad. C'est pour ça que vous êtes tous des architectes et des urbanistes, vous contribuez tous à dessiner votre ville, donc gardez à l'esprit qu'à chaque fois que vous posez un geste, vous dessinez cette ville-là, puis gardez à l'esprit que ça vous prend plusieurs paires de lunettes pour comprendre quelle est votre implication dans cette ville. Y de esa forma usted se tomando decisiones, ¿no? Usted es arquitecto de su ciudad, dibuja su ciudad. Et que donc ça prend plusieurs paires de lunettes. Sí, y cada uno obviamente necesita diferentes par de lentes o visiones para justamente interactuar. Puis je termine là-dessus. Je vous remercie beaucoup.